J'ai été navré de cette interruption involontaire qui coupe un peu le fil. Évidemment, je vais essayer de raccrocher un peu comme je le pourrais. Bon, alors, au cours des 3 premières séances, puisque la 4e n'a pas eu lieu, les 3 premières séances, j'ai commencé à indiquer quel était mon objet, enfin, mon projet qui est de montrer que sous le nom de philosophie, il s'agit d'accomplir plus ou moins un changement d'intellection. C'est-à-dire que sous le nom de philosophie, accroché au vieux mot grec, je m'expliquerai plus tard, nous avons le soupçon d'une autre intellection. C'est-à-dire que nous sentons, nous expérimentons, pour parler comme Spinoza, que nous avons une autre intellection que l'intellection naturelle ou sociale qui nous habite, qui est, je dirais, prête à n'importe quel emportement, une drôle d'intellection. Alors je vais essayer de définir ce que j'appelle une intellection, puis je vous proposerai, je vous donne le fil conducteur, comme ça on fera ce qu'on fera aujourd'hui. Je ne ferai désormais plus que des séances d'1h30. À 8h30, j'arrêterai. Là, ça ne compte pas. Ça. Bon. Alors, pendant je dirais, changer d'intellect, je vous disais que c'est à la fois changer d'écoute, on n'entend plus de la même façon. Si vous regardez comment ça se passe, par exemple, je sais pas, Platon, Aristote, vous avez des voix totalement différentes. Bon, et il est bien évident que de Platon à Aristote, on change d'entendement, que la philosophie, c'est un changement d'entendement. Bon, que ce n'est plus tout à fait la même façon disons, d'entretenir une joute. Bon, autrement dit, ce que j'essaie ici, c'est de définir les propriétés d'un entendement. Autrement dit, un entendement, ça écoute, c'est une façon d'écouter, c'est une façon d'avoir le dessus ou le dessous dans des conflits, c'est aussi un jeu de forme. C'est un jeu de forme, le travail de l'entendement, de la forme avec de l'informe, de l'informe avec de la forme, ça on verra tout à l'heure. Et puis c'est aussi et essentiellement la façon que l'on a de partager un domaine. Bon, l'entendement ne partage pas, bon, les catégories d'Aristote partagent, elles partagent, bon. Alors ça j'y reviendrai tout à l'heure, bon, je voudrais... si j'avais à décrire ce que j'ai entrepris, je le décrirais comme une navigation. Alors, il y a le littoral que l'on suit et qui correspond à peu près, si on fait du cabotage, qui correspond à peu près à ce que j'appelais une configuration. Bon. Une configuration. Bon. La Corse a la forme qu'elle a. Vous ne pouvez pas... quelqu'un qui demandait à Hegel pourquoi le Mont Blanc comme ça, pourquoi cette forme-là et pas une autre, il répond « si c'est zo, c'est ainsi ». Bon. Alors... je désirerais donc
montrer que ça se pratique comme une navigation. Il y a des tempêtes et des vents, c'est-à-dire qu'il y a des forces contraires qui viennent latéralement perturber la rectitude supposée du voyage. Bon, il y a des récifs, j'y reviendrai comme ça peut-être, hein. Il y a des récifs, mais ça, sans doute, il faut les éviter. Mais il y a surtout des sirènes. Bon, c'est-à-dire, je ne prendrai pas les sirènes du récit de Kafka, où elle ne parle pas. Je prendrai les sirènes telles qu'on les connaît et qui, dans le fond, vous engouffrent dans les grandes questions. Et une fois que vous êtes engouffré dans une grande question, qu'est-ce que l'être? Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Bon. Et donc, il faut arriver à devenir sourd à ces grandes questions, car les sirènes posent quelques questions, 4 ou 5 questions. Bon, alors, il y a un problème difficile qui est le suivant, c'est d'où je me suis fait l'idée, d'où je me suis fait l'idée que ce que je fais ici avec vous s'appelle philosophie. Comme on dit, ça pourrait s'appeler n'importe comment. Bon, ou bien le problème n'existe pas et on appelle philosophie ce qu'on fait. Bon, ou bien il est acquis que travailler sur Kant, c'est faire de la philosophie. Bon, ça ne pose pas de difficulté. Mais quand on ne fait pas ça, il y a une difficulté, pour moi, réelle, qui est que je ne sais pas très bien par quel moyen établir que ce que je fais ici mérite le nom de ce que l'on conjecture, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Nul ne nous a avertis en songe de ce qu'était la philosophie. Bon, par conséquent, c'est à 2 degrés. Ce que l'on fait égale X. Est-ce que ça correspond à ce que l'on appelle Y, c'est-à-dire la philosophie? Bon, ou bien alors, on prend des définitions canoniques simples sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Bon, alors, je voudrais tout de suite dire que ce que j'appelle changer d'entendement, c'est procéder à une opération. Ça va vous paraître bizarre, cette séance. Ça va paraître bizarre parce que je vais flirter avec un certain ésotérisme et c'est l'ésotérisme qui a été fécond en philo, mais à condition de savoir trouver le bon rapport. Sinon, on va dans le décor. Bon. Et s'il n'y a pas du tout d'ésotérisme, il n'y a pas de fécondité. Bon. Changer d'entendement, ça veut dire, dans ce que je propose, en acquérir un double. Bon. Un double et se tenir à la charnière de ce double entendement. Il y en a un qui opère sur n'importe quoi le cadrage qui consiste en ceci. Je vous l'ai déjà proposé il y a quelques semaines. Si vous mettez ici provenance, si vous mettez ici destination, si vous mettez ici garant, si vous mettez ici support, bon, ça, vous avez l'amorce de ce qui peut être de la philosophie ou de la spéculation. Hein? Bon, évidemment. Alors, si vous faites ça, ça et ça, il vous reste ici un espace
que Spinoza appelle par soi. C'est du par soi. C'est-à-dire que ça se comprend par soi. Vous n'avez pas de questions à poser. C'est la fin des questions. Plus de questions à poser. Autrement dit, il n'y a pas de questions à poser dans l'éthique. Si vous en posez, c'est que vous ne comprenez pas. C'est pas que vous ne comprenez pas, c'est que vous comprenez mal. C'est que vous vous engagez dans... Bon, c'est rare les philosophes qui n'ont pas de questions. Bon, c'est rare. Bon, mais c'est très important. Autrement dit, vous voyez, il suffit. Alors, une fois que vous êtes devant un arbre et que vous ne vous demandez pas d'où il vient, qu'est-ce qu'on en fera, à qui il appartient et quel est le sol qui le soutient, vous ne posez plus de questions. Vous êtes muet. Et étant muet, à peu près muet, vous pouvez peut-être dire des choses, j'en sais rien, je vous disais, je crois que c'est aussi de la philosophie, ce qui veut dire qu'elle n'est pas strictement associée à une forme discursive. Mais je serais plus sensible pour définir la philosophie, à l'idée d'une suspension de la question. La question qui, quand elle touche des problèmes simples, on y répond, et quand on touche des problèmes difficiles, parce que simples, ma foi, raconte des choses ésotériques, ou des balivernes, ou des tautologies. Bon, on ne définit pas le par soi. Hein. Ça se comprend par soi. Hein. Bon, et on sent bien que l'expression elle-même ne demande pas d'explication. Alors, heureux ceux qui savent se tenir dans le par soi. Ils sont heureux, ceux-là. Bon, parce qu'ils n'ont pas d'inquiétude. Hein. Bon, à supposer que ce soit bien de ne pas avoir d'inquiétude. Hein. Bon. Et puis il y a un deuxième régime d'entendement qui est le premier, c'est l'invention du par soi. Le deuxième, c'est l'invention de l'en tant que tel. À savoir que nous avons l'entendement a un goût particulier pour donner une forme régulière à ce qui n'en a pas. On dit l'hexagone pour la France. C'est pas un hexagone du tout. Hein. Bon, vous savez bien. Bon, mais ça a son côté, je dirais, pratique, on s'y repère, ça permet de cadrer sans trop de difficultés. Or, l'en tant que tel, c'est l'expression qui veut dire qu'on ne touche pas au détail, on ne retouche pas le détail. Ce qui fait qu'il faut suivre le détail de chaque anfractuosité de la côte. Bon. Et que ça s'appelle l'expérience. Vous ne pouvez pas faire l'économie d'un morceau en disant, ben là, on va tirer un trait et puis ce sera droit. Il faut y aller. Bon. Autrement dit, avec ces deux régimes, l'un qui est évidemment, je dirais, relativement répressif. Retenez vos questions. Ce qui paraît en philosophie assez curieux. Retenez vos questions. Ne posez pas de questions. Bon. Mais, vous avez remarqué que dans l'éthique, il n'y a pas une seule question. Il y en a chez Kant, il n'y en a pas beaucoup dans Hegel, il y en a pas. C'est normal d'ailleurs. Bon. Je dois vous dire, toute petite parenthèse, que l'idée du thème que j'ai retenu, changer d'entendement, elle m'est venue d'une relecture de Nietzsche, et en particulier dans Nietzsche, du Gai Savoir. C'est un livre exceptionnel là-dessus.
de l'exigence qu'il y a à opérer une mutation, mais la transmutation des valeurs, c'est difficile, hein, c'est difficile. Bon, on le dit comme ça, on le dit par cœur, hein, à l'école, mais c'est très difficile à effectuer. Bon, donc le premier régime d'entendement, qui est un entendement relativement puissant, parce que le par soi n'a pas d'arrière, le par soi est par lui-même. Bon. Et le second, celui qui est fidèle à l'expérience, doit sans cesse ajouter des détails. Et on ne peut pas s'en tenir à une rectitude, je dirais, triangulaire. Bon, la Trinité en triangle, tout ça, vous voyez bien cette géométrisation des réalités qui est fausse. Bon, et ce que j'appelle entendement, c'est le seuil. C'est ce que je montrerai peut-être pas aujourd'hui parce que je présente le travail, mais comme on a été coupé, je repars un peu comme si on était à zéro. Je présente le travail, je montrerai, j'espère la semaine prochaine, comment le seuil, c'est-à-dire le passage avec soit le frein du côté de l'expérience, soit l'outrance du côté du par soi. Bon, nous ne sommes pas par soi. Hein? Nous avons une provenance, nous avons une destination, nous avons des supports et nous avons des garants. Nous sommes exemplairement des pas par soi. Donc ça, c'est quand même très, très, très parlant, ça. Et c'est un mot qui, en philo, a été extraordinairement, je dirais, riche, hein, extraordinairement riche. Bon, comment dire, Pascal jugeait qu'il y a tout un tas de questions inutiles sur le langage et que, par exemple, les significations ordinaires se comprennent par soi. Il n'y a pas à demander ce que veut dire, et dans le fond, c'est pas inintéressant, ça. Bon, alors, je dirais deux mots des reprises en forme de reprise, je dirais deux mots des séances précédentes, leur contenu, parce qu'il est utile ici. Alors, ça tient en 4 points. Bon, les 3 séances sont devenues 4. Enfin, 4 points. Bon, premièrement, je vous ai dit que j'avais privilégié, aujourd'hui, je juge à tort, et c'est bien avancé, je juge à tort, j'ai trop privilégié la recherche du par soi de la philosophie. Bon. J'aurais souhaité qu'elle se signale par soi. Or, elle ne se signale pas par soi. Bon. C'est encore par convention qu'on déclare que la science de la logique de Hegel, c'est de la philo. Bon. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette détermination présente, je vous disais, présente en chacun de nous, et que je qualifierais tout à l'heure de l'incandescence qui nous brûle et qui est inséparable de notre vie. Et cette incandescence, c'est un mot qui paraît bizarre, nous sommes incandescents, c'est-à-dire, et plus nous comprenons, plus nous sommes incandescents, c'est-à-dire, plus il y a quelque chose en nous qui brûle, c'est-à-dire, qui s'alimente et se consume. Bon, mais j'y reviendrai. Bon, alors, donc j'ai trop privilégié le par soi, et je n'ai pas assez été attentif au dessin des Eudesiennes que l'on peut faire des irréductibles, c'est-à-dire de ce qui exclut l'analyse, là où l'analyse doit s'arrêter parce que vous n'irez pas plus loin. Bon, je crois que un tableau, n'importe lequel, un tableau sans forme, un tableau, là j'ai par exemple, tout de suite, je vais vous indiquer comme ça, tableau sans et c'est évident que
que ça n'a pas de forme. Attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Je dois l'avoir mis quelque part. Bon, je le retrouverai plus tard. Oui, non, je ne trouve pas ce que je cherche. Bon, donc je le trouverai plus tard. C'est-à-dire que ce que j'appelle configuration, et vous savez que je l'avais réemprunté à Merleau-Ponty, ça n'a pas de forme, une configuration. C'est ni rond ni carré. C'est comme ça. Bon. Et les différents irréductibles se distribuent comme ça, bon, sans ordre. Si vous mettez de l'ordre, c'est que vous faites appel à l'ancien entendement grec qui met une valeur supérieure à tel irréductible et au détriment de tel autre. Bon. Alors, ça peut paraître étrange de faire un tableau qui a à peu près cette forme-là, si vous voulez. Le contraire de ça, hein, le contraire de ça. Mais cette forme-là, pour n'importe quel autre, hein, pour n'importe quel autre, bon, et distribuer par-ci, par-là, les irréductibles. Alors, il y en a qui sont sur le bol, et qui sont au milieu, bon. C'est-à-dire que, alors, les irréductibles, j'en donne un, par exemple, c'est l'un. L'un est un irréductible. Si vous l'analysez, vous n'irez pas loin. Bon. Bon. Et pourtant, mais c'est totalement ésotérique. Plotin ne fait que développer l'un. Mais pour moi, Plotin est totalement ésotérique, c'est-à-dire inspiré. Bon, inspiré, c'est très bien, tant mieux pour lui. Mais alors, il y a des moments d'argumentation. Bon, vous comprenez, bon, que quand j'ai évoqué, par exemple, l'ornière, il y a quelque temps, l'ornière est un irréductible. Si vous continuez à vous engager dedans, vous y perdrez. Vous y perdrez, vous y perdrez pas, vous resterez sur place. Bon, il est évident que je ne suis pas sûr que le jeu JE ne soit pas un irréductible. Bon, et alors la liste, elle n'est pas fermée, la liste, elle est ouverte. Nous, c'est pas un irréductible, nous, c'est pas un irréductible. Bon, tout ce qui est divisible n'est pas un irréductible. Bon, alors, il est évident que ça forme des récifs, hein, que la navigation, elle se passe comme ça, hein, pour éviter les récifs. C'est-à-dire, il faut éviter de se heurter à un irréductible qui vous clôt le bec. Vous n'avez plus rien à dire. Quand vous êtes entré dans une ornière, pour en sortir, hein, bonne chance. Bon, quand vous... Alors, j'ai une liste là, mais ça m'agace de ne pas la retrouver quand même. Je vais quand même chercher 30 secondes. Bon. Pourtant, je l'avais isolé exprès. Oh, c'est idiot, hein. Non, mais quand on veut faire les choses avec un excès de précision. Voilà. Alors, j'en ai 4. 4 modèles de configuration. Voilà. 1, 2. Je ne vais pas vous les dire toutes, mais c'est amusant parce que ce sont des butées. Ce sont des butées, vous ne pouvez pas aller plus loin. Bon, et si vous voulez aller plus loin, il faut les éviter. Par exemple, il y en a. Je prends une
un irréductible, c'est le par ailleurs, ce que j'appelle le par ailleurs. Il y a de la peinture, il y a de la musique, il y a ce que vous voulez, et par ailleurs, il y a autre chose. Bon. Alors, ce par ailleurs qui n'exclut pas, mais qui signale que, bon, qu'il faut contourner. Bon, et il y a le sans recul, par exemple, des choses qui ne peuvent pas reculer. Vous pouvez pas reculer. Bon, le sans recul, comme le canon. Bon, il y a des déterminations sans recul. Bon, donc, vous ne pouvez pas les analyser davantage. Par exemple, je prends un sans recul, l'aporie. L'aporie, vous pouvez la gloser, l'aporie. Vous pouvez même feindre de la résoudre, hein, comme Aristote. Mais si c'est une bonne aporie, elle ne se résout pas. Bon, elle ne se résout pas. Et d'ailleurs, la vraie bonne aporie, la seule vraie bonne aporie que les Grecs aient connue, c'est l'éléatisme. Bon, eh bien, ils n'en sont jamais sortis. Et Valérie disait qu'on n'en sortirait pas. Bon, c'est-à-dire qu'il y a entre le discursif et le continu du mouvement quelque chose qui ne peut pas effectuer un passage de l'un à l'autre. Bon, c'est comme ça. Bon, par exemple, le crime ou la folie sont quand même c'est sans recul. Quand c'est fait, c'est fait. Hein? Surtout le crime. Quand c'est fait, c'est fait. Bon. Ça ponctue le temps. Et vous êtes obligé, disons, quand même, par le crime, vous êtes obligé de modifier votre régime d'entendement. L'ancien, le premier. Bon. Et puis je pourrais continuer. Bon, le quelque part indifférent. Là. Bon. Ben, ça ne peut pas. Alors là, on risque de ne pas pouvoir l'éviter, lui. Bon, et donc, c'est pas facile de trouver un biais pour ne pas se heurter à ces récifs. Bon, je pense encore à quelque chose qui est qui m'a intéressé, à savoir la maladie, par exemple, la grande maladie, celle qui, pas le rhume, hein, mais la maladie, celle qui vous marque, elle ne peut pas être, on peut l'analyser, biologiquement, bien sûr, mais le changement qu'elle introduit dans la vie psychique, le rythme de la vie psychique ne se laisse guère analyser. Bon. Voilà quelques exemples que je voulais donner de ce que j'appelle les irréductibles. Donc, le travail que je vais faire cette année va se jouer entre... ils sont en tant que tels, hein. La maladie, elle est en tant que telle. Le chemin, il est en tant que tel. Bon, je n'ai pas dit le chemin, mais le chemin est en tant que tel. Si vous voulez l'emprunter, il faut le prendre comme il est. Bon, ce que je voudrais, c'est travailler sur deux déterminations qui sont explicitement, classiquement du vocabulaire de la philosophie. Je ne dis seulement que du vocabulaire, le par soi et l'en tant que tel, pour essayer de mieux saisir
cette espèce de... Peut-être que vous ne l'avez pas du tout, ça, tant mieux pour vous, mais depuis que je fais de la philo, j'ai toujours été à la recherche, il ne fallait peut-être pas chercher précisément, ce qui était le par soi de la philo, c'est-à-dire ce par où il était manifeste que c'était elle et pas autre chose. Bon, vous direz, on peut le faire de tout. On peut le faire de tout, ça. On peut dire la peinture, l'escrime, qui vous dit que c'est de l'escrime. Bon, ça paraît une question de fou, ça. Hein, ça paraît une question idiote. Bon, mais quand on s'approche de la philo, il y a tellement peu de différence entre son elle-même, son par soi et ses parodies. Les parodies sont si nombreuses, si puissantes parfois, que je serais parfois bien en difficulté pour dire, parmi mes contemporains, je ne citerai personne, parmi mes contemporains, qui philosophe, qui parodie. Bon. Et donc c'est quand même... Et ça, c'est le deuxième legs grec. C'est pourquoi c'est quand même pas si mauvais que ça d'avoir un legs grec. C'est le legs que Platon nous laisse sous le nom de sophistique. Puisque la sophistique, c'est l'impossibilité de discerner, quand on parle de la vertu, ou de n'importe quoi, ou de la justice, si on parle de la justice, ou si on parle du semblant de la justice, de son simili. Bon, et par conséquent, il n'y a pas moyen, il faut faire avec. Ce sont les deux grandes, pour moi, ce sont les deux grandes apories. Je ne sais pas pourquoi Aristote est allé chercher des apories assez faciles, dans le fond, assez faciles. Bon. Alors, ça c'était le deuxième point des séances antérieures. Le troisième, c'est que j'ai toujours préféré aux distinctions tranchées les glissements notionnels. Comme on dit, par exemple, c'est une distinction tranchée par soi en tant que telle, par sensibilité de pensée. Il faut bien parler de ça, hein. Il faut bien parler de sensibilité de pensée. Je suis plus porté à souhaiter, désirer, trouver une façon de glisser en trouvant des termes, en trouvant... Bon, je ne crois pas du tout, par exemple, à l'opposition philosophie, non-philosophie. Hein. Ça, pour moi, c'est bon, très bien. Bon, la lieu. Bon. Alors, quatrièmement, il y a même un cinquièmement. Bon. Quatrièmement, y a-t-il, je viens de le citer, y a-t-il une nécessité à ce que la philosophie soit toujours du discursif? Elle l'est massivement. Je sais bien qu'elle l'est massivement. Je sais bien qu'elle l'a toujours été plus tôt. Bon. Mais quand on se trouve placé entre le par-soi de n'importe quoi, hein, bon, le par-soi d'un arbre, il est par-soi un arbre, bon, et ce qu'il y a en lui en tant que tel. Il est en tant que tel, c'est-à-dire que sa ramure, elle est comme elle est. Elle n'est pas la même que celle du voisin. Bon. Et vous ne pourrez pas faire autrement que consentir ou intervenir et couper. Bon. Vous voyez bien que, sans tellement parler, vous avez rejoint le par-soi et l'en tant que tel, et que vous avez peut-être bien fait plus de philosophie que vous ne soupçonniez. Bon. Alors, vous allez me dire, mais on est très loin des définitions canoniques de la philo.
moi je suis intéressé plus en plus par l'idée que l'on pourrait trouver et faire de la philosophie en dehors de ce legs grec qui était qu'il n'est pas possible de ne pas accrocher un mot à une difficulté, qu'il n'est pas admissible de ne pas accrocher de la dissibilité à une difficulté. Bon. Quand on est grec, il faut que tout ça soit nommé. Tous ces points-là soient nommés. Bon. Et alors, évidemment, une fois que c'est nommé, on peut les inclure dans un discours. Et je ne suis pas sûr, moi, que tout soit à nommer. Bon, pas sûr. Bon. Alors, ça c'est. Et puis alors, je voudrais vous proposer comment je dirais, une configuration minimale de ce que j'appelle philosophie, de ce que j'appelle philosophie avec les autres cette fois-là, hein, parce que je ne peux pas l'appeler tout seul, hein, je ne peux pas l'appeler tout seul, sinon on va me prendre pour un fou. Bon, il faut donc qu'il y ait un accord avec les autres. C'est pour ça que j'ai mis comprendre en première ligne de l'entendement. Un entendement ne peut pas être seul. S'il est seul, il débloque. Il ne peut pas. Il n'a pas de garantie. Bon. Alors, la philo, elle se distribue, c'est très simple, en du doctrinal, ça c'est le plus facile, du doctrinal, on peut du doctrinal. On peut la mettre que le point de vue de surplomb sur les autres disciplines, même si on n'en veut pas, hein. Donc, il y a des gens qui pratiquent la philo comme surplomb de ce qu'ils font sur la biologie ou sur n'importe quoi. Bon. Alors, il y a troisièmement on demande à la philo de donner un diagnostic du temps. J'ai été frappé par ça dans précisément Nietzsche, à savoir non pas un diagnostic des événements, mais un diagnostic, est-ce que nous sommes dans une période cyclique, linéaire, de rebroussement, de surplace, de hiatus, etc. Et c'est assez difficile d'y répondre. Comment voulez-vous répondre d'avance? Est-ce que nous sommes dans une période de révolution, hein? Polaire. Bon. Est-ce que nous sommes dans une période de répétition? Peut-être. Est-ce que nous sommes dans une période de manque de qualification? Peut-être. Bon. Est-ce que Nietzsche avait une vision exceptionnelle. Je suis sidéré par la façon qu'il a de voir ce qui sera pour nous, ce qui est le XXe siècle et ce qui est pour lui le siècle qui vient, pour voir la façon dont ça va s'organiser, se découper, comment les forces vont se diviser, comment l'Allemagne va jouer un rôle prépondérant, comment les divisions vont être bouleversées. Enfin, bref, il a
un flair, c'est le mot que j'avais employé, mais c'est lui qui l'emploie, c'est pas moi, hein. Il avait un flair pour définir la nature de l'époque. Et c'est pas du tout le contenu des événements, hein. Pas du tout. C'est, est-ce que c'est de la répétition ou est-ce que c'est du progrès, par exemple? Bon. Quand est-ce qu'on va décider que ce motif du progrès, qui a été très important dans les années 45-75, en a pris un coup, hein? Bon, on a pris un coup. Non seulement dans les faits, mais comme valeur. Bon, Heidegger disait concept de concierge. C'était pas très aimable. Mais enfin, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Bon, jamais il n'aurait. Bon, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit mauvaise répétition de l'origine. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Mauvaise répétition de l'origine, ratage de l'origine. Il faut donc recommencer à partir de l'origine, et puis il faut remonter en deçà de l'origine, parce que c'est en deçà de l'origine que ça a dévié. Et que donc c'est pas l'origine qui dévie, c'est ce qui est en deçà. Mais on est dans la spéculation là, on n'est plus dans le par-soi du tout, hein, puisque moi j'ai coupé ici, hein, j'ai décidé de couper tout ce qui concerne la provenance. Bon, je relisais pour aujourd'hui des pages de ce qui s'appelle Apport de Heidegger, et qui s'appelle Apport à la philosophie. Mais c'est un ressassement, c'est une espèce de répétition permanente, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Répétition permanente que nous avons raté le premier commencement. Le premier commencement, c'est le commencement archaïque telos, et que le second commencement, c'est le commencement qui commence par lui-même, par soi, et qu'il appelle événement. Et que donc c'est l'événement qui est, dans le fond, la vraie temporalité. Alors, à condition de savoir ce qu'on appelle événement. On redoute de penser à quoi il pensait sous le nom d'événement. Bon, on redoute, mais il devait y penser quand même. Bon, et alors ensuite, bon, après ça part dans des considérations sur l'être qui a raté sa destination, etc. Bon, tout ça, c'est très ennuyeux, ça. Bon, et puis alors, bon, il y a une dernière acception. Bon, je laisse, hein, c'est le diagnostic. Et puis la dernière acception, je l'emprunterai à Saint-Augustin. Comme ça, j'aurai quelqu'un qui me sert de garant. Bon. C'est quand même bien. À savoir que l'essentiel, c'est le plus lointain qui est au plus intime. C'est-à-dire Dieu qui est au plus intime du fond de l'âme. L'homme ne connaît pas le fond de son âme. Dieu seul le connaît. Vous ne connaissez donc ni Dieu ni l'âme. Vous êtes entre les deux. Et il attache une importance considérable à cette signification-là. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais maintenant insister sur un point qui m'occupe et qui est que, évidemment, si les choses restaient bien sages, si on ne s'entêtait pas à vouloir gloser les irréductibles,
si on ne voulait pas absolument interroger le par soi, tout irait bien. Mais il y a une tentation, c'est une tentation qui est qu'on ne peut pas s'empêcher de demander le par soi, d'où vient-il? On ne le dit pas comme ça parce qu'on sent bien qu'il y a une contradiction, mais on est mal à l'aise car on ne comprend pas, quand Spinoza a dit que la cause, la substance est par soi, c'est-à-dire que vous n'avez rien à demander, mais pas à vous demander si c'est vrai, si c'est faux, si bon, c'est même pas une évidence, c'est enfin on peut dire une évidence. Bon, alors ce que je voudrais, c'est insister la prochaine fois sur l'inévitabilité de l'outrance, c'est-à-dire que on va déborder de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que, au lieu de garder les deux régions et le seuil, que l'entendement fasse seuil entre le par soi et le en tant que tel. Bon. On va tenter de, je dirais, corriger l'en tant que tel en le faisant passer pour du par soi. Et alors, c'est la contingence qui est par soi, c'est-à-dire que les arbres soient comme ça, que les feuilles soient jaunies comme ça, que tel détail de la vie soit comme ça. Et ça, cette nécessité-là, elle est aberrante. Bon, autrement dit, exiger que l'en tant que tel soit par soi, ça exige du travail, ça exige qu'on y aille, ça exige que vous parcouriez le chemin côtier, ça exige que vous dépouilliez les archives, ça exige que vous examiniez le détail. Bon, et le détail ne peut pas s'anticiper conceptuellement. Bon, le détail, il faut et finalement, le détail se constate. Bon, et vous ne pouvez pas le déduire. Vous ne pouvez pas le déduire. Bon, toute tentative pour déduire, alors c'est une tentative très, très grande d'essayer de dire les formes, la forme des côte bretonne est telle parce que il y a eu telle action nécessaire des flots marins, des vents, etc., etc., etc. Je crois que on s'y perdrait, et pour mon affaire, on s'y perdrait. C'est-à-dire que l'en tant que tel, il faut le prendre comme il est. Bon. Vous n'allez pas déduire la forme du Mont Blanc. Bon. Et ça, c'est... si Hegel prend la peine de répondre à ce type qui lui dit « Mais vous pouvez me déduire, vous qui déduisez tout, vous pouvez me déduire ?» Bon. Et puis, symétriquement, bon, le par soi ne demande aucun travail. Aucun travail. Et vous portez, nous portons en nous-mêmes le nœud de, je dirais, du par soi, nous portons en nous-mêmes le nœud du par soi et de l'en tant que tel. Il y a un nœud. Bon. Ce nœud, il a un inconvénient. C'est que si on le dit, on dit des bêtises, généralement. Bon. Et cependant, il est bien là. C'est pourquoi
C'est pourquoi je vous disais l'année dernière, vous vous rappelez, nous portons tous l'idée vraie de vérité. Bon, mais dès que nous la formulons, ça devient divergent. Ça passe de Spinoza à qui vous voulez. Bon. Mais, donc, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'en tant que tel, c'est-à-dire le factuel, ce qui est comme ça. Hein, pourquoi c'est rouge ce petit réveil? Bon, on peut l'expliquer parce que je l'ai acheté bon, mais c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Il est rouge parce qu'il est rond. Bon, c'est en tant que tel. Hein, bon, et j'insiste là-dessus parce que c'est majeur de ne pas confondre ce qui est par soi. Bon, rien n'est par soi ici. Hein, bon, alors rien n'est par soi. Rien. Bon, rien de ce monde n'est par soi. Bon, c'est embêtant ça. Si ce n'est peut-être le monde lui-même, l'univers lui-même, il est peut-être par soi. C'est intéressant parce que ça coupe toute spéculation inutile sur d'où vient le Big Bang, etc. Pas de question. Mais c'est très difficile, l'apprentissage. Alors qu'on a appris 50 ans à philosopher, c'est questionner. Vous vous rappelez ce que je vous disais une fois d'un élève que j'ai eu la première année où j'enseignais. Mais monsieur, pourquoi voulez-vous que je doute? Je ne sais rien. Je trouve ça d'une drôlerie extraordinaire. Il était très fin, ce Lascar. Bon, évidemment. Pourquoi voulez-vous douter quand on ne sait rien? Alors, je continue sur cette affaire de l'outrance. L'outrance, c'est évidemment la passion philosophique qui va venir de travers et qui va tout déranger. Je relisais là un fragment du Gai Savoir et sur les passions. Bon, les passions, elles sont exemplairement quelque chose de la forme tempête, de la forme vent, et de la forme ce qui dérange l'ordre, qui évidemment va obliger à, je dirais, composer. Il va falloir composer, c'est pas agréable ça. Il va falloir composer, ou bien si vous ne vous tenez qu'au par soi, vous êtes obligé d'être un pur, strict, comment je disais déjà, vaticine, celui qui vaticine là, pardon? Non, pas un devin, celui qui c'est de la prose inspirée là. Je l'ai dit et le mot m'échappe. C'est l'âge. Pardon? Me suis-je? Bon, peu importe. L'ésotérisme. Bon. Autrement dit, si vous vous tenez, si vous voulez gloser le par soi, c'est-à-dire si vous voulez en dire quelque chose de plus que ce qu'il est, vous entrez dans l'ésotérisme. Si vous allez au-delà d'une certaine limite dans le détail de l'en tant que tel, vous allez dans un autre délire qui est le délire de l'infiniment petit, hein, de trouver toujours plus petit. Bon, alors je voudrais que vous compreniez que si j'introduis ce mot ésotérisme, c'est que il a évidemment un lien à l'outrance et que c'est lui qui donne un certain nombre de paroles insensées
qui permettent à la philo de ne pas être simplement une analyse répétitive de ses prémices. Bon, son contenu ne lui vient pas comme ça, mais il n'y a pas moyen d'éviter qu'il y ait une interférence, disons, de l'outrance, qui fait mordre un petit peu sur l'en tant que tel pour éclairer, qui fait mordre sur le par soi pour éclairer l'en tant que tel. Bon, alors, j'avance, hein, là je vous donne l'essentiel. Bon, alors, je voudrais dire aussi que ce qui caractérise pour moi l'entendement, c'est qu'il est sous attraction. Il est sous attraction. Autrement dit, il n'y a pas moyen de l'empêcher d'être séduit par les natures simples, comme dit Descartes. C'est-à-dire l'un, le tout, la partie, la différence, la limite, le bord, bon. Alors qu'il est beaucoup plus indifférent à tout ce qui est en composition. Mais les natures simples l'attirent d'une attraction redoutable. Bon. Il faut donc essayer de retenir autant qu'on le peut, cette espèce d'attraction. Sinon, alors, on n'a pas beaucoup d'attraction. Marquez, il y en a qui ont de l'attraction pour l'en tant que tel. Il y en a qui en ont. Pour s'intéresser, un photographe a, je pense, une attraction pour l'en tant que tel. La photo donne assez bien une idée de ça. Prenez une photo sous un certain éclairage, tel jour, etc. Vous fixez quand même quelque chose. Bon. Alors, je continue. Et puis, il y a un point que je voudrais souligner, qui est que la philosophie égale X toujours, hein, pour moi elle est toujours égale X en ce moment. Bon, j'ai bien peur qu'elle le reste longtemps pour moi. C'est-à-dire, je pense l'exercer, je crois que je l'exerce. Bon, je suis renforcé dans mes croyances par les institutions. Hein. Les institutions me font croire que je fais de la philo, etc. Bon, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a comme noyau central absolument ardent et qui vous attire aussi bien vers l'en tant que tel que vers le détail, qui vous tiennent à ce point et qui se laissent si mal dire, puisqu'il faut le dire dans le nombre de langues dans lesquelles il faut le dire. Toutes les langues, vous savez, Bergson disait, les philosophes n'ont jamais eu qu'une seule intuition et ils ont passé leur temps chacun à tenter de la dire. Bon, alors, est-ce que c'est vrai cette même intuition? Je n'en sais rien. Elle n'a évidemment pas de contenu. Elle n'a pas de contenu, cette intuition. C'est une intuition d'activité. Bon, c'est une intuition que la philo n'a pas de, je dirais, d'objet. N'a pas d'objet. Hein. Ça c'est. Mais elle est opérative, c'est-à-dire que elle accompagne ses actes. Et elle vient sur les actes qu'elle accomplit. Bon, elle vient sur les actes qu'elle accomplit. Bon. C'est-à-dire qu'elle ne précède pas les actes des actes X qui permettraient de l'atteindre.
Mais c'est en les accomplissant qu'on arrive à atteindre. Bon. Attention, la philo est assez séductrice. C'est-à-dire, son attraction est séductrice. Et il y a des signaux. Des signaux, si on n'y fait pas attention, on prend des risques. Des signaux que vous allez trop loin, que vous allez aller soit dans la micrologie infime, soit dans l'ésotérisme. Bon, l'ésotérisme, c'est le discours qui est fermé et réservé à quelques-uns et qui a généralement reçu l'onction d'une certaine inspiration. Bon. Alors, ces signaux, ils appellent à la prudence. J'en signale deux. Bon. C'est un signal quand vous vous lancez dans un excès de répétition, quand la répétition devient votre motif. Bon. Elle a été le motif heideggerien constant. Bon. La répétition, ça veut dire qu'on est en train de buter et de phraser et de périphraser et de poétiser autour du par soi. Bon, ça c'est sûr pour moi. Bon. Je sais que c'est un nom d'époque chez Nietzsche. Bon, je sais. Bon, que la répétition, c'est la variation infime qui permet de poursuivre en ayant quand même assez d'énergie, tout en ayant perdu. N'oubliez pas qu'on est en régime de nihilisme, qu'on a très peu d'énergie, et que toute l'énergie dont on dispose, elle est au service de continuer. La vie a finalement très peu d'énergie, et si elle ne se répétait pas, elle n'y arriverait pas. Et par conséquent, elle a besoin de ça. Bon. Et puis, il y a un deuxième signal, il y en a beaucoup de signaux. Hein. Bon. Il y en a un qui m'importe beaucoup, c'est la distinction scolastique des nuances. Quand vous faites trop de nuances, il y a les phénoménologues sont très friands de distinctions, mais de distinctions dont on ne sait pas si elles correspondent à une véritable intuition. Bon, et moi ça me gêne ça. Bon, alors si vous passez outre les signaux, si vous passez outre les signaux, la recherche vous entraîne dans une nouvelle quête, qui est ce que j'appellerais la quête d'un talisman. Bon. C'est-à-dire d'une différence dernière. Par exemple, celui qui tiendrait, j'y viendrai après, la différence dernière entre... Nul ne tient la différence dernière. Hein. Bon, soyons tranquilles. Nul ne tient le dernier mot. Soyons rassurés. Bon. Donc, nul ne tient le talisman où il y a, j'ai cherché les définitions, hein, toujours des inscriptions dites kabbalistiques. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. Qui en plus sont chargés de vous rendre heureux, c'est-à-dire d'écarter de vous, bon, je laisse ce côté, mais si vous passez outre la sagesse qui consiste à, quand vous lisez
dans l'éthique de Spinoza, le par soi, de le prendre comme tel, et de ne pas le raffiner, de ne pas vous demander s'il y en a d'autres exemples, si on ne pourrait pas tourner autour. Vous allez le transformer en talisman, c'est-à-dire en une affaire qu'il faut absolument se procurer sans la comprendre, ce qui est embêtant, hein, si on veut être heureux. Bon. Et puis vous serez tenté, si vous passez outre, vous serez tenté par le forçage de la parfaite forme de la configuration. Et vous serez tenté de donner, par exemple, une forme au tout, et vous serez tenté, par exemple, de donner une circularité à l'histoire et de donner une forme à une forêt. Quelle forme à la forêt de Fontainebleau, hein? Ça, pour moi, c'est une chose majeure sur laquelle il ne faut pas revenir. Bon. Et alors, je me suis aperçu que je réhabilitais une notion qui était partie depuis longtemps, c'était la notion de sage. Hein? Bon, la notion de sage. Le sage n'a rien de plus barbant que le sage. Hein? Bon. Alors, le sage dont je parle, c'est pas celui qui cherche la vie heureuse, hein? Oh là, pas du tout. C'est celui qui a compris que même la philosophie a sa limite, et qu'il faut savoir y obéir, et qu'il y a des débridés ou des maniaques de la chose qui la poussent à telle enseigne, tel point, qu'ils en deviennent fous. Bon, alors, bien sûr, le sage, il met un frein à l'impulsivité philosophique. Et j'ai compris ça très tard. J'ai cru que pourquoi, sur les points les plus importants, par exemple, dans la critique de la raison pure, sur le schématisme et sur la définition du schématisme, Kant est-il si bref? On aimerait bien qu'il en donne 4 ou 5 pages. On aimerait bien ça. Ce serait... pardon? Oui. Non. On aimerait bien qu'Aristote, sur la noésis noéséos, il en donne 4 ou 5 pages. J'ai remarqué que là où ça devient décisif, les grands philosophes sont extrêmement brefs. Et pour moi, je tenais ça autrefois pour une défaillance. Alors, la compte, une défaillance. Bon, alors, je cherchais, je ne sais pas comment se comporte Hegel, je n'ai pas réfléchi, je ne peux pas répondre comme ça, hein, mais je ne suis pas sûr que lui, il n'ait pas été pris dans l'impulsivité philosophique, mais comme elle est circulaire, elle ne se voit pas. Bon, elle ne se voit pas. Bon, sauf que, à force de se répéter, c'est comme les mots qu'on répète 4 ou 5 fois, ça perd son sens. Bon, mais donc le sage, c'est celui qui sait que même la philosophie exige une certaine tempérance, car elle contient les composantes d'une démesure. Cette démesure, c'est évidemment les démesures que j'ai indiquées tout à l'heure. Ce qui m'amène évidemment à vous proposer ce que j'appellerais
les 4 vertus qui prédisposent à la philo, pas les vertus philosophiques, qui prédisposent à la philo. Bon. Savoir se laisser désorienter. C'est pas si facile que ça. Pas si facile que ça. L'attention à ce qui ne se remarque pas. Bon, ça non plus, c'est pas si facile. Bon. L'indifférence qu'il y a dans le tempérament philosophique. Vous savez que on peut dire que le véritable sujet de Nietzsche, c'est le tempérament philosophique. C'est-à-dire, il le dit, ma résistance à Wagner, elle est le tempérament. C'est parce que mon pied ne peut pas accompagner, je ne peux pas accompagner, et bon, c'est très important, quoi. Bon, donc, l'indifférenciation de l'énergie et de la mélancolie. Bon, ça ne va pas ensemble en principe. Bon, mais il y a un petit ouvrage prêté à Aristote, hein, qui est de la mélancolie, qui n'est pas de lui, je crois, enfin, peu importe, où il insiste sur le fait que tous les grands créateurs sont des mélancoliques. C'est-à-dire que ceux qui ne devraient ne pas bouger et rester dans un coin, ce sont eux qui construisent. Bon, ils construisent beaucoup. Alors, quelle est la façon de nouer l'énergie et la mélancolie? Nietzsche est fort là-dessus. Nietzsche est très fort, très très fort. Il a dû avoir un mal de chien. Bon. Bon, il correspond assez bien à ces points. Bon. Et puis, il y a un dernier point qui est qu'il faut savoir supporter la solitude. Bon. C'est difficile, la solitude. C'est-à-dire, quand l'entendement n'a personne qui lui répond. Hein? Bon. Alors, bon. Ce qui m'amène à dire évidemment que le contenu de la philo ne peut pas la précéder, qu'il n'y a pas. Il y a un moment, j'avais pensé traiter cette année avec vous la pré-philosophie, pas l'après, pas ce qui est après, mais la pré-philosophie. Et je me suis dit, dans le fond, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est un imaginaire rétrospectif. Bon. Ce qui m'a intéressé, c'est de me dire que le contenu de la philo, ce qu'elle est, arrive en silence sur les pas de sa démarche. Bon. C'est-à-dire qu'elle marche, elle avance, elle ne se sait pas, elle n'est pas réflexive à tout pas, mais elle arrive sur les pas bon, et elle ne sait pas d'avance la façon qu'elle va dire, bien, quelque chose entre le par soi et en tant que tel. Bon. Ce qui me conduit à vous dire que je donne à l'imagination la charge de la philosophie. Bon. Je pense que ce n'est qu'un bon philosophe a de l'imagination ontologique, c'est-à-dire qu'il sait, par exemple, trouver
entre les irréductibles de tout à l'heure des trajets intéressants. Bon. On ne le dit pas assez, ça. On dit trop que c'est une affaire de méditation, de réflexion. Bon, pas du tout, pas du tout. C'est, à mon sens, c'est quelles sont les ressources en imagination dont dispose un tel, X, Y, Z, pour dire dans le fond très peu de choses, car le contenu est toujours très mince, vous savez, très mince. Bon. Alors, je vous donne les grandes lignes de tout ça, hein. Bon, je ne sais pas si... alors, c'est ça mon intérêt pour la philo, à savoir le réglage de l'entendement, qui est toujours séduit par le sur-régime. Et pour être fidèle, alors, quel est le réglage de l'entendement? Toujours régi par une sorte de surexcitation pour être fidèle à ce qui ne demande que de la patience, car l'en tant que tel ne demande que de la patience. Ça, comme le dit si bien Aristote, un mot qui... tout ce qui existe est inexact, et ce qui est exact n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de se demander comment existent les nombres. La difficulté de la philo, elle n'est pas dans les questions, pour moi. Elle est dans le fait que certaines questions ne doivent jamais venir. Et si elles viennent, c'est fichu. Vous les avez eues. Bon. Il y a des questions qui ne doivent jamais venir. Bon. Alors, comment on discerne l'imbécile, à supposer qu'on appelle imbécile celui qui ne se pose pas de questions, bon, et celui qui est le sage, qui ne pose pas de questions, ça ne se distingue pas bien. Hein. D'ailleurs, la tradition grecque ne distinguait pas bien l'imbécile du sage. Bon, il ne pose pas de questions. Hein, bon. Et c'est surtout, je me rappelle l'exemple que donnait De Santi, était: il ne faut surtout pas que vous vienne à l'esprit l'idée de combien de temps à la montre a duré un morceau de musique. Ça, pour lui, c'était une catastrophe. C'est-à-dire combien de temps a pris la démonstration d'un théorème, puisqu'il s'y connaissait plutôt là. Bon, alors, j'ai fait jusque-là trop. Je trouve que j'ai exagéré, j'ai été séduit. Bon. Mais si je n'avais pas été séduit, j'aurais rien fait. J'aurais été dans l'autre sens. Hein. Bon. Mais j'aurais été séduit quand même. Bon. De l'autre côté. Bon. J'ai fait prévaloir l'auto-recherche du propre de la philo comme son objet même. L'auto-recherche du propre de la philo comme étant son objet même, alors qu'elle n'a sans doute pas de domaine et pas d'objet. C'est une sorte d'éléatisme. Comme dit Valéry, à propos du serpent qui se mord la queue, qui se mange la queue, mais qui continue à se manger la queue,
donc qui a mangé plus que la queue, et qui s'écrit, mais c'est toujours du moi que je mange. Bon, eh bien, je trouve ça très, très bien, c'est toujours du moi, c'est-à-dire, je n'ai pas rencontré d'altérité. Bon, eh bien, il y a quelque chose, Valéry le sentait bien. Valéry sentait bien, il n'était pas très fort en grec, enfin, normal, mais il le dit lui-même, mais il avait été très bien touché par les deux grandes apories grecques, les deux seules, à savoir la première, l'éléatisme, et la seconde, celle que j'évoquais, à savoir quelle importance y a-t-il entre une démocratie réelle et un régime qui n'est pas la démocratie, mais qui en a tous les dehors, et qui est indiscernable. Sans importance. Pour un philosophe, oui, il y a une différence, mais ça s'appelle le platonisme, tout ça. C'est long, hein, c'est très long. Bon, alors, quelle heure il est là? Il faut savoir. Alors, parce que je veux vraiment maintenant m'arrêter à l'admis, parce que ça me fatigue trop de parler 2 heures. Bon, alors, disons, ça a été presque comme une obnubilation, à savoir la recherche du c'est bien ça la philo, c'est bien ça. Et ça, c'est au détriment de son corrélat dont la distribution, disons, des irréductibles constitue l'expérience. Car il y a quand même 2 choses qu'il ne faut pas perdre de vue, ou bien on fait une philosophie bizarre. Elle peut être très, très bien fichue, très très bien fichue, mais elle sera bizarre. On ne peut pas se passer et du par soi, sinon on fait, je ne sais pas quoi, une autre discipline, et de l'expérience. Bon, à savoir qu'il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup à poser dans le fond. Hein. Bon. Il faut drôlement être sage. Bon. Alors, les 2 mouvements que je préconise, à savoir que je préconise comme des mouvements dont il faut se déprendre, c'est par exemple le mouvement de creusement qui est le creusement de l'ornière. Bon. Et le travail de surface pour pouvoir, je dirais, repérer les reliefs, puisque c'est une navigation. Hein. Bon. Et dans mon hypothèse de travail, ou plutôt dans mon rêve, le rêve que j'ai envie de faire, il n'y a pas plus de creusement que de surface, il y a simplement une tempérance, qui dit tempérance dit tempérament quand même, hein, une tempérance à ne pas pousser trop loin la supposée pureté notionnelle. Quand on demandait à Deleuze de lui définir du rouge, il prenait ça, il l'isolait de tout le contexte, donc il n'y avait plus que ça, et il dit maintenant, vous hyperbolisez ce rouge, vous le poussez au maximum, il ne sera plus rouge, au maximum. L'hyperbole du rouge n'est pas rouge. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. L'hyperbole du rouge n'est pas rouge. Bon. Et il disait, vous avez là l'idée du rouge. Bon, ben, l'idée du rouge n'est pas rouge, ça on s'en doute. Bon, mais ça, c'était exemplairement, si vous voulez, travail de tempérance. Il était tempérant, bien qu'il buvait beaucoup,
Deleuze. Il était très tempérant parce que il avait mis fin à peu près aux 4 questions. Bon, et pourtant, il s'intéresse à la question dans Différence et répétition. Il s'intéresse à la question, mais à la bonne question. La bonne question, c'est une question sur la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre ça et ça? Bon, okay. Bon, il avait coupé la provenance, la destination, le garant et le support. Hein. Bon, et donc il était en présence. C'est une méthode, hein, c'est formidable comme méthode. C'est par soi. Bon. Alors, j'avance. Je voudrais finir le projet d'aujourd'hui. D'où je me redis la chose suivante. D'où me suis fait l'idée que cet exercice que j'appelle philosophie se produise. Alors, c'est sûrement pas par révélation, c'est sûrement pas simplement en réeffectuant par moi-même les démarches classiques. C'est en comprenant qu'il faut d'abord avoir été extraordinairement intempérant en matière spéculative. Et ensuite, vous savez, Plotin, si vous lisez Plotin, vous verrez sur l'un. Si vous lisez Spinoza, vous verrez sur la démonstration. Qu'est-ce qu'il est intempérant? Bon, si vous lisez Hegel, qu'est-ce qu'il est intempérant sur la transformation par la médiation des contradictoires. Bon, mais quelqu'un qui a l'air très intempérant et qui ne l'est pas, c'est finalement Nietzsche. Nietzsche, il a l'air comme ça, à première vue, on dirait, c'est un fou. Bon, on le dit d'ailleurs, mais ça n'a aucune importance. C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait toucher au maximum loin, aller au-delà même du sensé, pour pouvoir revenir sur ses pas. Alors, est-ce qu'on revient sur ses pas toujours? Ça, c'est autre chose. Hein? Pas sûr. Bon. Mais il n'y a pas moyen de définir de façon extrinsèque du dehors la philosophie. Il faut en faire, et il faut en faire en excès pour la ramener à une mesure qui donne sa part. Alors, la part, elle peut être inégale, ça dépend. Elle peut être ce qui donne sa part à ce qui est en tant que tel, bon, et puis de ce qui est par soi. Bon, quand vous lisez ce livre de Heidegger, à savoir le apport à la philosophie, le mot être, vous le trouvez pas toutes les pages. Si je dis toutes les lignes, j'exagérerai un tout petit peu, mais toutes les 3 lignes. Bon, avec Sein avec un Y. Bon, remarquez que ce n'est pas le Sein vulgaire, évidemment. Bon. Et ce qui est important, c'est que il ne songe pas un instant qu'il est en train d'être dans une répétition fatale et de composer un exercice où il manque de tempérance. Il a eu un par-soi fantastique, l'être lui est arrivé au visage comme ça, il a eu un par-soi fantastique, mais alors là, pour ce qui est de comprendre, disons, l'expérience, zéro. D'ailleurs, on le voit, la preuve. Bon.
quand il parle de musique, quand il parle de peinture, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Bon, on a un peu honte pour lui. Bon, alors je ne vais pas prendre aujourd'hui les acceptions de la philo. Bon, je les ai isolées, j'en ai isolé 10. Bon, c'est comme ça un travail. Par exemple, je n'ai rien dit du fait que la philo a été une conduite de vie. C'est une conduite de vie, la philo. Bon, donc, la philo, c'est l'ensemble de positions un peu cohérentes, l'ensemble des positions un peu cohérentes dans un domaine de la pratique sociale. Bon, je vais pas. Bon, il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que dès que vous faites une liste où vous mettez un premier, un sens majeur, et puis ensuite que vous faites des sens seconds, ça signale que vous êtes un héritier d'Aristote, que vous êtes un grec, et que donc vous êtes à deux doigts du platonisme, c'est-à-dire de couper la signification supérieure et de l'envoyer dans l'autre monde, et de vous contenter des acceptions, je dirais, secondes. Bon, il parle tout le temps du sens dominant. Bon, je ne vais pas avoir il est 33, 5 minutes. Bon, alors, bon, je voudrais vous dire la semaine prochaine, je repartirai de là, que pour moi la philosophie est de plus en plus une affaire d'invention. Il s'agit, la philosophie, ça s'invente. Bon, je recite les deux sentis. Un jour, ils étaient ensemble, les deux, le mari et la femme. Dominique me parle d'un de ses romans. Je lui dis, c'est la liberté, c'est la nécessité de la liberté, un roman. Un roman, c'est la nécessité de la liberté. Votre héros, vous l'appelez Jacques ou Jean, mais il y a une nécessité qui s'ensuit. Eh bien, De Santi me dit, c'est pareil en maths. Autrement dit, il faut avoir une puissance d'invention qui soit compatible avec une puissance d'enchaînement. Bon. Et l'invention, elle vient précisément en coupant. Autrement dit, je ne crois pas que l'invention vienne en s'alimentant énormément de matériaux. Elle vient en coupant y compris soi-même peut-être, mais en coupant dans ce qui va produire du manque et de l'exigence que quelque chose vienne suppléer. Voilà. Bon. Alors, j'ajouterais simplement que il y a philosophie quand il y a aussi une amplification déraisonnable d'un mot. Bon, il y a eu des mots qui ont été absolument, je dirais, privilégiés au-delà du possible. Et ça devient des mots de philosophie. Bon, l'amplification déraisonnable du mot être, par exemple, chez Heidegger, l'amplification du mot un chez Plotin, ou peut-être du mot durée chez Bergson, peut-être chez Sartre, on pourrait en trouver. Bon, comment dit, c'est cette espèce de tic qui consiste à charger un mot de trop de sens. Bon, tout l'art est de ne pas charger les mots de trop de sens. Sinon vous en faites
je sais pas, mais précisément des talismans, hein. Bon, alors, bon, là, ça va. Bon, surveillance outrance, je reviendrai la prochaine fois. Bon, alors, non, ça, je l'ai en substance dit. Ce que je voudrais, c'est, allez, 3 minutes, c'est passer la surveillance et l'autosurveillance, c'est l'outrance. Bon. Nous avons tous connu de l'outrance. Bon. La philo est un cas d'outrance. Bon. Et j'ai essayé d'isoler de quelle outrance il s'agissait. Bon. Alors, je m'expliquerai la semaine prochaine. J'ai isolé 4 composantes de cette outrance qui fait un philosophe. De la voracité. C'est vorace. Comme on dit, ça mange les autres. Bon, c'est vorace. C'est la séduction. La séduction. C'est le jeu, le JEU, pas jeu, JEU, le jeu. Des formes avec l'informe, de l'informe avec les formes, faire venir des formes de l'informe, faire venir de l'informe des formes. Bon, ça, c'est le jeu particulièrement séduisant. Et puis, dernière, dont je ne peux pas m'expliquer ici parce que ce serait trop long, c'est la colère. La colère, c'est la colère que le rouge soit rouge. Je comprends très bien que Kant ne devait pas être quelqu'un de tellement colérique. Il dit c'est rouge. Bon. Je comprends mieux Nietzsche se mettant en fureur parce que le rouge est rouge. Bon, il y a quelque chose d'inacceptable. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? D'inacceptable dans le factuel. C'est vrai que pourquoi le rouge ne serait pas en même temps autre chose, bon, ou autre chose, bon, et une colère contre ce qui est, au profit de ce qui n'est pas, évidemment. Bon. Alors, et puis, il y a un point que je voudrais traiter la prochaine fois, c'est ce que j'appelle l'incandescence, c'est-à-dire le fait que la jointure en nous, de l'évidence qu'on expérimente le par soi, l'évidence qu'on expérimente en tant que telle, leur jointure produit en nous quelque chose comme une brûlure qui est la condition de toute compréhension. Si vous n'avez pas ça, vous ne comprendrez jamais rien, vous ne pourrez pas rien faire. Alors, nous avons tous, alors on a envie de dire, heureux celui qui n'a pas cette incandescence, bon, qui brûle, mais je dis, malheureux à lui, il ne sait pas, bon. Alors écoutez, il est 20h40, je vais m'arrêter et nous reprendrons la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je terminerai ça et je passerai aux détails de chacun des points que je vous ai proposés. Enfin, certains sont nouveaux, d'autres seront retranchés parce que je vais retravailler ça. Voilà. Je vous remercie.